Donc, bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc, je vous écoute. Comme ça, on démarre d'abord par la partie questions. Si vous avez des questions sur les exercices, si vous avez autre chose à dire, je vous écoute. Et après, on démarre la séance, on démarre la correction des exercices. Bon, Sabrina. Alors, vous pouvez lever la main, comme ça, vous ne parlez pas tous en même temps. Donc, Sabrina, tu as pris le micro, c'est ça? Oui, alors moi je voulais savoir, donc on a vu les bases, mais est-ce que nous ferons des exercices sur les bases ou pas? Alors, les bases, en fait, quand je dis les bases, je les rappelle pendant la correction des exercices. Hein, d'accord? Donc, je descends très très bas à chaque correction d'exercice. Voilà. Donc, les bases, je les revois de cette manière-là. Je ne vais pas Alors faire une attention, les leçon. bases, pardon, les Oui. bases, je parle de, par exemple, les bases 4, bases 7, Ah oui, tu 6. vois, ah ouais, c'est Oui, autre chose. ouais, Je pensais que tu parles des oui, bases en oui. général. Alors, l'écriture des nombres dans des bases différentes, c'est plus dans le programme. Normalement, c'est plus dans le programme. Mais on en fera un exercice ou deux. Essentiellement, je parlerai de la base 2 et la base 10. Hein, mais c'est plus dans le D'accord. programme. Ok, Mais d'accord. Merci. qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est-à-dire que si on met la barre plus haut, on fait plus d'exercices, on monte au niveau du niveau, c'est toujours meilleur que, c'est toujours mieux que rester en dessous. D'accord? Ok. Ok, alors quoi d'autre? Allez-y, hein, donc c'est le moment ou jamais. Hein. Non, pas d'autres questions? Ok. Au niveau de la Si, moi gestion, j'en ai encore une, alors pardon. Sabrina, bah, Euh, allez-y. Moi, Vas-y. je lis beaucoup, donc voilà, je vois d'autres choses que nous Ouais. n'avons pas encore abordées. Est-ce Oui. qu'on peut poser des questions aussi sur ce que moi, personnellement, j'ai lu, ou bien j'attends de travailler sur ces notions-là avec le groupe, et là, je Alors, pose les questions. oui, alors il vaut mieux qu'on reste dans le contexte de la séquence court, d'accord? Parce que sinon, ça va à la fois peut-être perturber vos camarades qui suivent la progression que j'ai proposée, et puis ça va nous retarder. Donc si tu as des questions hors séquence, donc tu peux les poser en début quand on attaque, ou bien en privé, tu les déposes sur Teams, hein, tu poses ta question. Et puis les camarades voilà, qui font plus que les autres, ils peuvent répondre. Et moi également, je pourrais y répondre. Hein. OK? Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, avec Sabrina qui est... non? Rafouata, je t'ai envoyé tes identifiants. Tu les as reçus par mail? Oui, je pense que si. Hein. Oui. Non, en fait, j'ai pas reçu d'identifiant, j'ai juste reçu le lien, mais pas encore les identifiants. Si, alors je te l'ai envoyé dans le mail précédent. Ok, D'accord? bah alors je vais regarder ça. Donc, tu as dû recevoir un mail pour les identifiants, un mail avec une facture PayPal juste avant. Oui. Euh, d'accord? Voilà. Pour régulariser ton abonnement annuel. Hein. OK? Donc, non, c'était par rapport à. Donc, il y a encore des personnes qui sont restées sur l'information première où on pouvait adhérer à la formation via YouTube, alors qu'on a arrêté ce genre de. Enfin, ça va s'arrêter, c'est en cours d'arrêt. Comme vous le saviez déjà, ceux qui ont suivi ces séances. Bon, sans tarder, donc du coup, on va attaquer la correction de la partie exercice, les exercices qui ont été rattachés à la leçon. Donc du coup, je partage mon écran. Voilà. Donc vous êtes en train de voir mon écran et là, voilà,
Alors, on va corriger cet exercice, une partie leçon. C'est bon, tout le monde voit correctement l'écran, ou je zoome Oui. davantage. Est-ce que vous voulez plus de zoom? Non. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, je vais commencer. Alors, qui se propose pour corriger? Ça sera peut-être plus simple. Alors, l'inégalité A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B, on voudrait la représenter graphiquement. Qui se propose pour cette correction de la première ligne? Alors, personne? Mais moi, Monsieur Bachat, j'avais noté sur le groupe, en fait, que je ne comprenais pas ces notions. Donc, Ok. voilà, c'est... Très bien. Donc, c'était juste pour m'appuyer sur quelqu'un qui comprend d'abord ces notions pour voir si tout est correct, correctement appris. Sinon, rappel de ces notions. Eh bien, on va rappeler ces notions-là. Donc, je vais commencer par définir ce que c'est qu'une inégalité. Donc, on va parler d'inégalité. Bon, c'est pas très gênant, c'est pas très compliqué. Bon, quand il s'agit d'une égalité, je vais l'écrire sous forme de A égale B. Donc, ça, ce qu'on appelle une égalité. D'accord ? On va parler d'équation quand on a une égalité avec une inconnue, par exemple x. Ax plus b égale c. Alors, une égalité avec une inconnue, ça va s'appeler une équation. Donc ça, c'est une équation. Donc ça, c'est une égalité tout court. Donc une égalité avec une inconnue, ça s'appelle une équation. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une inégalité? Ben, une inégalité, c'est tout simplement, au lieu de dire que A égale B, on va plutôt dire A inférieur à B. Donc c'est plus une égalité, on est plutôt en train de comparer deux nombres, A et B. Alors ça veut dire inférieur. Ça veut dire quoi? supérieur, A est plus grand que B. A plus grand que B, donc c'est supérieur. On peut avoir également inférieur ou égal en même temps. D'accord? Et donc, de l'autre côté, c'est supérieur ou égal. D'accord? Donc, on a deux types d'inégalités, supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. C'est bon pour tout le monde jusque-là? Oui. Ok. Alors, j'avance au niveau du vocabulaire. Donc, vous m'arrêtez hein, s'il y a une question. Hein. Juste, vous levez la main, je vois la main levée, et puis, vous savez, je vous donne la parole. Donc ça, quand c'est inférieur ou égal, on appelle ça une inégalité large. Et quand on a un A inférieur à B ou A supérieur à B, on parlera plutôt d'inégalité. Est-ce que quelqu'un connaît le terme? Stricte. D'accord? Donc, A inférieur strictement à B, A supérieur strictement à B. Donc, c'est une inégalité stricte. Une inégalité large, donc j'aurai A inférieur ou égal à B, d'accord? A supérieur ou égal à B. Donc c'est plutôt, là on est en train de comparer deux quantités, celle-là elle est plus petite que l'autre, celle-là plus grande que l'autre. Alors une égalité se lit dans les deux sens, il n'y a pas de sens obligatoire, donc je peux écrire A inférieur égal à B, ou bien B supérieur égal à A. C'est la même chose. N'est-ce pas? Oui? Oui. Donc de l'autre côté ici, A est supérieur égal à B, ou A inférieur égal à B, c'est tout à fait la même chose. Alors, je ne vous cache pas que le cerveau humain va préférer cette écriture. Pourquoi? Parce qu'on aime bien ordonner les choses. On aime bien classer les choses, les nombres, dans l'ordre croissant, du plus petit vers le plus grand.
Donc le cerveau, il sera plus à l'aise quand on lui présente une inégalité de ce type-là que celle-là. Il a du mal. Il y arrive quand même, hein, mais il a du mal. Alors, du coup, quand vous avez une égalité écrite dans l'autre sens, rien ne vous oblige à la lire dans ce sens-là, vous pouvez l'écrire dans l'autre sens. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ça va, jusque-là. Ça va? Bon. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quel est le lien avec des inégalités et des intervalles? Eh bien, on va le voir tout de suite, ce lien. Alors, je vais prendre une nouvelle page. Alors maintenant, je vais prendre comme inégalité, par exemple, alors x maintenant c'est une inconnue. Bon, donc ça, c'est x inférieur ou égal à a. Donc maintenant, c'est plus une inégalité classique. Donc ça, on va l'appeler une inéquation. D'accord? On a déjà la solution d'une équation. Donc on cherche les nombres x qui sont inférieurs ou égales à a. Alors, comment je vais représenter ça? Eh bien, je vais tracer une droite classique. Bon, je vais l'orienter pour vous dire que le côté croissant, le côté positif des nombres, il est plutôt à droite, histoire d'orienter les choses. Et ce qui va m'intéresser, c'est la borne A. Donc j'appelle ça une borne. Voilà le nombre A. Alors maintenant, si je regarde tous les nombres x qui sont inférieurs ou égaux à A, on est tous d'accord, ils vont être à gauche de A, ça va être la partie que je suis en train d'assurer de cette droite. Tous les nombres qui sont inférieurs à A, bah ça sera la demi-droite qui commence à A ici et part dans l'autre sens. Est-ce que je suis clair jusque-là? Oui. Ok. Oui. Oui. Bon, quand on parle d'une droite, on est d'accord qu'une droite ne s'arrête pas. Donc, on a deux bornes ici qu'on va appeler infini. Donc, moins l'infini, c'est le côté infini du côté négatif. Et je vais avoir, par symétrie, le côté plus l'infini de ce côté-là. Et la droite en question ici, c'est tous les nombres qu'on connaît. En fait, la droite, c'est tout simplement l'ensemble des nombres réels. Et cet ensemble-là, on va tout simplement l'appeler moins l'infini. On va l'écrire sous la forme d'un intervalle. Moins l'infini, c'est cette borne-là. Elle est infinie, donc le symbole restera toujours avec ce crochet ouvert. On dit qu'il est ouvert, on ne peut jamais atteindre l'infini. Et on aura la même chose du côté positif, plus l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle ouvert des deux côtés. OK? Et ça représente l'ensemble des nombres réels. Alors maintenant, je voudrais représenter la solution ou les solutions de mon inéquation, x inférieur ou égal à a. En fait, je l'ai représenté graphiquement, et je vous invite toujours à représenter les choses graphiquement, au début en tout cas, pour bien voir les choses. Donc inférieur, c'est plus petit que a, et inférieur ou égal, donc c'est une inégalité large. Donc ça veut dire que la borne a fait partie des solutions. Et donc cette inégalité, je vais tout simplement la représenter par l'intervalle que je vais appeler l'intervalle I, qui est là, en bleu. Et donc, ça sera tout simplement moins l'infini, d'accord? Et on va aller jusqu'à A, et le A, on va le prendre, puisque on a x inférieur ou égal à A. Ok? C'est plus des conventions d'écriture d'un intervalle. Donc, si je résume un peu ce que je viens de dire, un intervalle, c'est tout simplement un ensemble de nombres, et géométriquement, ça sera un ensemble de points, une infinité de points,
il est défini par ces bornes, l'intervalle. D'accord? Est-ce que ça va pour cet intervalle? Oui. Maintenant, je vais prendre un autre intervalle. Je vais prendre un autre intervalle, je vais l'appeler CD, et l'intervalle CD, bah, je vais le représenter graphiquement par ces deux points. Donc l'intervalle CD, que je vais représenter par le segment CD, d'accord? Il sera, alors C et D sont des nombres ici, hein. Alors je vais peut-être les mettre en minuscules, parce que vous savez que les nombres, en fait, on essaie de les écrire en minuscules, et les points en majuscules. Donc là, ce sont deux nombres, hein, comme A, C et D, c'est des nombres de la droite des variables. Donc, l'intervalle CD que je vais hachurer en rouge ici, c'est tout simplement l'intervalle que je vais écrire C, D. Voilà, ça s'appelle un intervalle fermé. Voilà, donc ça, c'est un intervalle fermé. Pourquoi fermé? Parce que les deux crochets sont tournés vers l'intérieur. Hein. Donc, voilà, donc on prend le nombre C et on prend le nombre D. Et cet intervalle, on va le représenter par cette inégalité. Donc, c'est tous les nombres x. D'accord? Donc, x se balade sur cet intervalle. Donc, ça sera compris entre C et D. Donc, tout à l'heure, on avait une inégalité qui avait qu'une seule borne, que la borne A. Et si j'ai une inégalité qui a deux bornes, d'accord, C et D. Et du coup, mon intervalle, il n'a pas de borne infinie. Pour finir, je vais représenter en vert l'ensemble des nombres x qui sont strictement supérieurs à D. Donc, strictement supérieur à D, ça va être tous les nombres qui vont être à droite de D jusqu'à l'infini, et je ne prends pas le nombre D. Donc, cet intervalle sera représenté par, donc à gauche, j'aurai la borne C, mais je ne la prends pas. Donc, c'est exclu. C exclu, et, pardon, D, je dis C, donc c'est D exclu, puisqu'on commence à D, et on va aller jusqu'à plus l'infini. Et l'infini, c'est toujours ouvert. Donc ça, c'est un intervalle ouvert, intervalle fermé, un intervalle semi-ouvert. Bon, ça, c'est plus pour le vocabulaire. Vous devez savoir naviguer entre les intervalles et les inéquations, également la représentation graphique que vous voyez à l'écran. Donc, je pense qu'on a tout dit et on peut aller faire les exercices maintenant. Donc, si je regarde maintenant la première inégalité, A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B, je peux lire autrement tous les nombres X compris entre A et B. Comment je vais le représenter? Bon, c'est pas compliqué. Je vais venir, donc A et B, c'est des nombres, hein, que je peux placer où je veux. Alors, je prends l'exemple de, alors je vais placer peut-être mon nombre A ici, d'accord? Le nombre B ici. Et donc, tous les nombres x compris entre A et B, eh bien, ça sera tout simplement l'intervalle. Donc, je vais tout simplement, au lieu d'achurer, je vais tracer le segment AB. Alors, je vais aussi mettre les crochets, comme ça sera fait. Et donc, je vais mettre un crochet fermé ici et un crochet fermé ici B. Et donc, comme ça m'évite, donc ça me facilite la notation conventionnelle d'intervalle. Donc, le A, je le prends, donc, et le B aussi. C'est bon? Bon, c'est plus de la représentation, c'est plus de la représentation que des maths, hein. Voilà, c'est juste comprendre comment écrire les choses, hein. C'est toujours pareil en mathématiques, on se bat toujours pour qu'on ait une écriture la plus facile, la plus gourmande en écriture, en temps, et la plus facile à lire. Donc là, tout le monde sait lire ça.
Après, voilà, c'est comme un vocabulaire, il faut savoir le décoder, et pour le décoder, il faut connaître là, les définitions, et après, ça roule tout seul. Donc, si je représente la deuxième, bah, c'est pareil. Donc, les A et B, je les ai fixés, donc je vais les garder. Donc ici, j'ai tous les nombres X qui sont compris entre A, mais B exclus. Donc, je vais avoir donc, A, le crochet A, ici, fermé. Je vais essayer d'être pile, c'est dur avec une tablette graphique. Donc A, c'est fermé. Et le B, ouvert. Donc je ne vais pas le prendre. Voilà. Et donc l'intervalle, c'est tout l'ensemble des points, des nombres ou des points, qui sont compris entre A et B est exclu. Et donc ce qui va me donner l'intervalle semi-ouvert AB. Bon, après, je vais aller vite, donc je ne vais pas refaire les représentations ici, pour gagner du temps. Je vais vous donner directement donc, les écritures en intervalle ici. Alors, ou bien je vais vous solliciter, comme ça, chacun donne une réponse. Comme ça, on prend l'habitude de parler, voilà, de maîtriser un petit peu, d'utiliser le vocabulaire. Alors, si je prends Elsa, par exemple, qu'est-ce que je vais écrire ici, pour la troisième? Alors, A Ah, est strictement plus petit que X oui, et X est strictement non, égal ou c'est pas strictement. Inférieur ou égal. inférieur ou égal à AB. B. En intervalle, comment ça va être? Donc, Donc, on puisque... va mettre, Donc, j'ai toujours A et B. on va mettre le crochet ouvert vers l'extérieur Voilà, pour A. Et au et niveau pour de B, B, le crochet ouvert vers l'intérieur. non, fermé. Donc ça, on le dit fermé, et ça, on le dit ouvert. D'accord? D'accord. Quand il est présenté comme ça, il est ouvert, c'est-à-dire je ne prends pas le A, si vous voulez. Hein. C'est comme si on avait, en fait, c'est comme si vous aviez, en fait, A et B sont comme ça. D'accord? Et si vous ne prenez pas le A, en fait, on va tout simplement faire comme ça. Ça vient de là, cette écriture. On va faire ça. D'accord? Ça veut dire que le A, je ne le prends pas. Par contre, je prends le B. Voilà, donc il faut prendre l'habitude de cette écriture. D'accord. OK? Bon, alors là, du coup, là, c'est strict et strict. Du coup, ça sera ouvert des deux côtés. Donc, ouvert des deux côtés, donc je ne prends pas le A, je l'écarte. Et je ne prends pas le B, je l'écarte. OK? Alors, ensuite, bah, maintenant, inférieur ou égal à C. Alors, du coup, ça mérite un petit peu de... Alors, je vais placer un point C où je veux. Hein. L'idée, c'est de comprendre ce qu'on fait. Donc, voilà le point C. Donc, inférieur ou égal à C, c'est tous les nombres que j'ai assurés ici. Donc, c'est toute cette partie-là. Et toute cette partie-là, bon, on va jusqu'à moins l'infini. Ça ne s'arrête pas. Et donc, ça sera moins l'infini. Moins l'infini, c'est toujours ouvert. C, et C, il est fermé puisqu'on a une inégalité large. Inégalité stricte, bah, ça sera le même intervalle. On va tout simplement enlever la borne C, donc on va l'exclure. Donc il devient ouvert du côté de la borne C. Alors par symétrie pour x supérieur ou égal à C, bon, on aura exactement le même raisonnement. Donc C, on l'a placé en 2. Et donc supérieur ou égal à C, je vais tout simplement prendre cette partie-là. Et donc ça sera C. Et on va jusqu'à plus l'infini. Alors maintenant, je vais regarder où je ferme, où j'ouvre. Côté C, bah, c'est supérieur ou égal. Il y a égal, donc je prends, fermé. Et l'infini, c'est toujours ouvert. OK? Bon, pour supérieur strictement à C, c'est le même intervalle moins le point C. Donc moins, ça veut dire l'intervalle sera ouvert en C.
et il sera toujours ouvert en plus infinie. Voilà. Ça va? Est-ce qu'il y aurait des questions là-dessus? Non. Ça Non, va ça pour tout le va. monde? Ok. Non plus. Bon, Sabrina, est-ce que ça va mieux? Oui, merci, ça va beaucoup mieux. Ok, donc ça va. Donc du coup, de ce côté-là, ce ne sont que des définitions. On verra dans les exercices, ça peut se corser un petit peu quand il s'agit de réunions d'intervalles et d'intersections d'intervalles. Je ne sais pas si on aura le temps de tout corriger aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, on en fera un petit peu la semaine prochaine. L'idée de l'intersection, passer toujours par un schéma. C'est toujours bon de voir un schéma et regarder les choses. Intersection, ça veut dire qu'en fait, tous les nombres qui appartiennent aux deux intervalles, et réunion, on va réunir les deux intervalles. Donc, on va prendre et le premier intervalle, ainsi que le deuxième. On verra des exercices, ça ne sera pas compliqué. On continue avec le vocabulaire et on va arriver à la partie arrondir un nombre. L'arrondi d'un nombre, qu'est-ce que c'est qu'un arrondi d'un nombre? Alors, si vous remarquez ici, on a écrit arrondi avec S, parce qu'il y a plusieurs arrondis. OK? Il y en a plusieurs. Ça dépend de la consigne. Il n'y a pas un sujet de CRPE où il n'y a pas d'arrondi. Il n'y a pas un exercice de mathématiques qui nécessite un calcul où il n'y a pas d'arrondi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir que des nombres entiers. On n'aura que des nombres décimaux, assez souvent. Et donc, des nombres décimaux, les nombres décimaux, quand on a un nombre décimal avec un certain nombre de chiffres après la virgule, avec une partie décimale finie, pas de problème. Mais parfois, la partie finie, elle est de 2000 chiffres, voire une partie décimale infinie. Donc, on est toujours amené à faire un arrondi à l'unité, si la consigne le demande, au dixième, au centième, etc. Donc, on va revoir cette règle-là qui est assez simple, mais avant de la revoir, je vais quand même expliquer d'où ça vient. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une troncature? Je le dis parce qu'on va utiliser le mot troncature. Troncature, c'est-à-dire on va couper un nombre à un endroit donné. D'accord? On fait une troncature à l'unité, on va venir couper le nombre décimal à la partie entière, on garde que la partie entière. Si je fais une troncature au dixième, eh bien je vais venir sur le chiffre des dixièmes et je coupe le nombre et j'abandonne la partie à droite de ce nombre, de ce chiffre des dixièmes. On va faire des exercices là-dessus. Mais avant cela, pourquoi la règle de l'arrondi? Et qu'est-ce qu'elle veut dire, la règle de l'arrondi? Alors, beaucoup de gens, collègues compris, oublient, l'appliquent bêtement, ils oublient en fait que la règle de l'arrondi, c'est une règle de bon sens, en fait, tout simplement. Alors, pour vous l'expliquer, je prends un intervalle d'une longueur 1. Comment il s'appelle un intervalle d'une longueur 1? Je vous écoute. Quand je parle d'un intervalle de longueur 1, comment on appelle ça? Un segment? Oui, mais qu'il soit de longueur 1 ou 2 ou 3, il est toujours un segment. Une unité? Voilà, c'est l'unité, d'accord? Donc là, j'ai un segment de longueur 1 qui représente l'unité. L'unité, c'est nous qui la définissons, hein. Ce n'est pas forcément un centimètre ni un mètre. Donc je me dis, ça, c'est mon unité. Bon, alors maintenant, je vais venir découper cette unité en deux parties égales. Donc le milieu de ce segment, de cet intervalle, ça va correspondre à quel nombre décimal? 0,5. 0,5. Hein, ce qu'on appelle un demi. On est en train d'arrondir, on est en train de parler d'arrondi. Donc du coup, d'arrondir d'un nombre décimal. Donc je l'écris sur la forme décimale, sur un demi. Bien. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle de l'arrondi? Elle dit la chose suivante. Eh bien, prenez, je dis n'importe quoi, prenez un mobile. Un mobile, c'est-à-dire quelque chose qui bouge sur cet intervalle. Une voiture, par exemple. Un mobile, voilà. Qui va se déplacer tout le long. D'accord? On va se dire, il est là. Donc s'il est là, il est plus proche de 0 ou de 1? De 0. De 0. 0. Donc,
Voilà, donc l'arrondi de ce nombre-là, je ne sais pas, ça c'est peut-être un 0,34, je ne sais pas quoi, il est plutôt, son arrondi, hein, à l'unité, ça sera plutôt 0. D'accord? L'arrondi de ce nombre décimal, j'écris n'importe quoi, hein, de ce nombre-là, un arrondi à l'unité, c'est tout simplement 0. Parce qu'on estime qu'il est plus proche de 0 que de 1. Maintenant, s'il dépasse 0,5, on va dire qu'il est là. Donc si j'ai un nombre décimal, à peu près, hein, je le dis, c'est ça, il est plus proche de 0,5, de 1 ou de 0. On est d'accord, il est plus proche de 1. Donc son arrondi, c'est 1. D'accord? L'arrondi de ça à l'unité, c'est 0. L'arrondi de ce nombre-là à l'unité, c'est 1, puisqu'on suppose qu'il est plus proche de 1. D'accord? Alors maintenant, la question se pose pour 0,5. Bah pour 0,5, quand on est pile sur 0,5, on estime qu'on est plus proche de 1 que de 0. Donc si on est égal à 0,5, l'arrondi de 0,5, c'est aussi 1. D'accord? Donc si on est sur cet intervalle-là, tous les nombres qui sont sur cet intervalle fermé, leur arrondi à l'unité, j'ai du mal. Leur arrondi à l'unité, c'est tout simplement 1. Alors, donc du coup, ça va nous permettre d'énoncer une règle d'arrondi. Alors, regardez ce qu'elle dit la règle. C'est exactement ça, mais en général. Donc, j'ai un nombre décimal. Je dis n'importe quoi. 7,2, 3, 4, 5, 7, etc. Et on me demande de l'arrondir au dixième. Au dixième, ça veut dire combien de chiffres après la virgule? 1. 1. Donc, on demande d'arrondir ce nombre au dixième. Alors, au dixième, vous pouvez le voir écrit comme ça, dixième, ou bien à 0,1 près, dans les exercices, hein, ou bien, troisième possibilité, est-ce que quelqu'un la connaît, la troisième possibilité? D'écrire un dixième? L'écrire avec des lettres au dixième? Non? Oui, bien sûr. Ok, dixième. Le dixième, pour moi, en lettres, c'est ça. Hein. Ok, dixième. Une autre écriture? La consigne. Et E-M-E. Non. Donc, arrondir au dixième comme ça, au dixième en lettres, à 0,1 près, ou bien à 10, 10 moins puissance 1. 1. Moins 1. Voilà, 10 moins 1 près. Donc, tout ça veut dire la même chose. Ok? Il faut bien le retenir. Hein. Donc, ça dépend comment on tourne la consigne. Bon, comment on arrondit? Bah, c'est simple. On va venir couper le nombre à l'endroit où on souhaite arrondir. Donc, je fais une troncature. C'est ce qu'on appelle une troncature. Je fais une troncature après le 2. Je coupe. D'accord? Puisque de toute façon, je ne dois pas rendre un résultat avec plus de un chiffre après la virgule. Donc, je coupe à cet endroit. Et maintenant, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais tout simplement regarder le nombre, pardon, le chiffre qui va être à droite de 2. Qu'est-ce que j'ai comme chiffre? Le 3. Le 3. Donc, je regarde le chiffre des centièmes ici. J'ai un 3. Donc, le 3, est-ce qu'il est plus proche de 0 ou de 1? Quand on s'agit quand on est là. Hein. Donc, le 3 ici, on ne va pas parler de 0 et 1. Est-ce qu'il est plus proche de 0 ou de 10? 0. De 0. Donc, du coup, j'oublie tout le reste. Et l'arrondi de ce nombre-là, c'est 7,2. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai gardé comme règle? Donc, on fait une troncature à l'endroit voulu. On regarde le chiffre qui suit, le chiffre suivant. S'il est égal à 5, s'il est inférieur à 5, je ne fais rien. Voilà. Je coupe et je rends le résultat. Et maintenant, si j'avais ce nombre-là, regardez, donc je vais, au lieu d'avoir un 3, supposons qu'on a ce nombre-là, donc 6,2, 5, 7, 9, 3, 0, 1, etc. Donc, même démarche, pour arrondir au dixième, eh bien, je vais couper là.
Sauf que là, j'ai un 5. Quand j'ai un 5, ça veut dire, en fait, on est plus proche de 10 que de 0. D'accord? On va tout simplement multiplier par 10 ici. Ça veut dire que là, je peux supposer, avec l'arrondi, que cette dixième est déjà finie. OK? C'est bon pour tous? Et donc, ici, le 5, je vais le remplacer par 10. Ce qui va générer un 1 ici. Donc, l'arrondi de ce 6,2, c'est tout simplement 6,3. Pourquoi? Puisque la règle de l'arrondi me dit que à partir du moment où j'ai atteint le 5, je suis arrivé au bout. D'accord? C'est comme si j'avais l'intervalle 0, 10, et je suis passé par 5. Donc si vous êtes à 5, vous êtes déjà à 10 pour l'arrondi. Donc vous avez une dizaine. Et si vous avez une dizaine, ben, il faudra l'ajouter ici. Hein? OK? Bon, pour simplifier les choses, alors quand on présente la règle de l'arrondi, on n'explique pas tout ça. On dit tout simplement, c'est que si vous avez un 5 ici, ben, vous ajoutez 1 là. Si vous avez en dessous de 5, ben, vous n'ajoutez rien, vous gardez comme ici. OK? Alors maintenant, je vais prendre le même nombre, et on va l'écrire en vert, et je vais vous demander de me faire un arrondi à l'unité du premier nombre. Qu'est-ce que ça va donner? 7. Tout le monde dit 7? Non? C'est pas Oui. clair? Oui, tout le monde dit 7. Alors, même principe, je coupe au niveau des unités et je regarde le chiffre suivant. C'est un 2, j'ai pas de 5. Donc l'arrondi à l'unité de ce nombre-là, c'est 7. L'arrondi du deuxième nombre à l'unité, c'est 6. 6. Voilà. Donc vous avez vu, on a deux écritures très différentes. Là, j'ai 7,2, là, j'ai 7. Ce n'est pas le même nombre, puisque je n'ai pas fait le même arrondi. Donc si on n'écoute pas, ou si on ne regarde pas, si on ne lit pas la consigne, ben là, vous allez vite perdre des points là-dessus. D'accord? Alors, autre type de consigne qui parfois pose problème est la suivante. Par exemple, je fais un calcul donné et je trouve une longueur. Je ne sais pas, moi, j'écris n'importe quoi. L en mètres égale à 2, 32, 5, 6, etc. Et là, donc, on me demande de donner le résultat. Donc là, donc, toutes les longueurs sont exprimées en mètres. Et on me dit d'arrondir au centimètre. Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait 232,56, Non. etc. Je dois convertir. Non, pas forcément. On peut convertir. Le 232 n'est pas bon. On a converti en centimètres, mais ce n'est pas l'arrondi attendu. 233. 233, je suis d'accord. D'accord? Donc, si vous arrondissez, d'accord, ça marche. Si vous arrondissez, donc vous passez, donc cette longueur devient 232,5, 6, etc. Du coup, centimètres. Hein, je vous rappelle, hein, un mètre, c'est 100 centimètres. D'accord? Donc, pour passer des mètres à centimètres, on multiplie par 100. OK? Donc, maintenant, je suis en centimètres. Mais quand on me dit d'arrondir au centimètre, ça veut dire je dois faire ici un arrondi. Si j'étais en centimètres, l'arrondi est forcément à l'unité, parce que je dois l'exprimer en centimètres. Et donc, je coupe au niveau de 232, au niveau du 2, et donc je regarde le chiffre suivant, c'est 5, et donc ça va me donner un arrondi au centimètre de 233, puisque j'ajoute 1 à 2 centimètres. OK. Est-ce que j'étais obligé de convertir en centimètres? La réponse est non. Alors pourquoi? Eh bien, puisque
la première colonne, ici, c'est la colonne de quoi, celle-là? Les mètres. Des mètres. Des unités aussi. Mais puisque l'unité, c'est le mètre, donc on est dans les mètres. La colonne qui est ici, c'est la colonne de quoi? Décimètre. Décimètre. Dixième de mètre, donc c'est décimètre. Et cette colonne-là, on est dans les centièmes de mètre, donc c'est les Centimètre. centimètres. Centimètre. Exactement. Donc du coup, quand on vous demande d'arrondir au centimètre, on vous demande de couper à ce niveau-là, et vous n'êtes pas obligé de convertir. Vous voyez? Donc maintenant, si je reste en mètres et j'arrondis au centimètre, ça va me donner, donc je coupe à ce niveau-là, 2,33. et oui, 2,33, et je n'ai pas fait de conversion. Mais par contre, je dois bien connaître mon tableau de conversion. Alors, puisque on dit souvent, pas mal de collègues parmi vous sont fâchés avec les maths, je vais prendre 2 minutes pour rappeler rapidement avec vous le tableau de conversion. C'est pas grave, on fait plusieurs choses en même temps. Voilà. Alors, tableau de conversion, quand vous devez le faire avec vos élèves ou seul, je vous conseille de procéder de cette manière. Alors moi, je mets, par exemple, si je parle des mètres, des longueurs, je vais mettre la colonne centrale, les mètres. Je ne sais pas qui a son micro ouvert, et du coup, ça fait un peu de... Voilà, merci. Donc, colonne centrale, c'est la colonne des mètres. Bon, après, vous allez réfléchir comme moi. Donc, si je suis à droite ici comme ici, je suis en dixième de mètre. Dixième de mètre, c'est un décimètre. Donc, à chaque fois, on est en base 10. À chaque fois que vous allez sauter une colonne, vous allez tout simplement, on va rester en bleu, vous allez tout simplement diviser par 10. Donc là, c'est les dixièmes de mètre. La colonne d'après, on va encore diviser par 10. Donc on est dans les centièmes de mètre. Et centième de mètre, ça, par contraction, devient centimètre. Et donc ensuite, je divise encore par 10. Donc je vais me retrouver avec les millièmes de mètre. Je me suis trompé ici, c'est des mètres. Je vais effacer. C'est où vous dites le dixième de centimètre ou bien le centième de mètre. Et donc, ça va me donner les millimètres. Et j'ai fini déjà la partie droite de mon tableau. Est-ce que à ce niveau-là, il y a des questions? Pas de questions? Non. Ok. Donc, on va compléter la partie de gauche. C'est le même raisonnement. Et donc, je pars de l'unité. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'unité que je choisis. Ça peut être les grammes, ça peut être les litres, ça peut être tout ce que je veux. L'unité. Donc maintenant, on va aller plus grand que l'unité et 10 fois plus grand que l'unité. Donc on va multiplier par 10. Et multiplier par 10, c'est dk. Hein. Dk, c'est 10 fois plus. Dk mètre. Sa contraction, c'est DAM. Ensuite, décamètre fois 10, on va se retrouver avec multiplié par 100. Et multiplié par 100, en français, c'est hecto. OK? Hectomètre. HM. Donc, c'est pas K, c'est bien H. J'ai ma tablette qui fait parfois des points en plus. Voilà. Donc, ça, c'est 100 fois 100. Et donc, là, c'est HM. Et ensuite, base 10 oblige. Donc, on multiplie par 10. On arrive à 1000. Et 1000, c'est des kilomètres. Voilà, notre tableau est fini pour les conversions. OK? Donc, on va faire quand même une conversion ou deux pour voir si tout va bien dans votre raisonnement. Donc, du coup, ceux qui ont oublié qu'un mètre, c'est 100 cm, bah avec le tableau, ça va sortir tout seul. Donc, si vous avez 1 mètre à convertir en centimètres,
Alors, vous devez retenir ce que je vais vous dire. Donc, 1 mètre à convertir en centimètres. Ça veut dire que l'unité attendue, c'est les centimètres. Et donc, mon chiffre des unités doit être dans la colonne des centimètres. Ça veut dire que vous allez compléter les colonnes jusqu'à arriver à la colonne des unités attendues, l'unité dans la bonne unité. Hein? Donc, voilà, façon mémotechnique pour pas vous tromper. L'unité dans la bonne unité. La colonne des unités dans la bonne unité ou la bonne unité dans la colonne des unités, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, l'unité attendue, c'est les centimètres qui doit se retrouver dans la colonne des unités. Et donc, j'arrive à 1 mètre égal à 100 centimètres, ce que j'ai écrit. Alors maintenant, si je demande de convertir 31 mm en kilomètres, qu'est-ce que je vais faire? 31 mm en kilomètres. Oui, Lucie? On met des zéros jusqu'à kilomètre et on met la virgule entre kilomètre et Et hectomètre. pourquoi on met la virgule? Parce que c'est ce qui marque la fin des unités. Et l'unité, elle doit être dans la colonne kilomètre. Très bien. Donc, l'unité attendue doit être dans la colonne des unités. Donc, la colonne des unités, on a dit que c'était kilomètres. Donc, je dois être en unité ici. Ça veut dire que vous allez mettre des zéros de partout et vous vérifiez que votre chiffre des unités doit être en kilomètres, puisque vous avez converti en kilomètres. Et donc, ça va me donner 31 mm égale 0,0000031 km. Vous avez vu, l'unité se trouve dans la colonne des unités. OK? Bon, j'ai fait un petit rappel pour rassurer. Et donc, bien faire ça seul. Voilà, il faut apprendre à le faire seul sans problème. C'est vraiment, je dirais qu'il ne faut pas faire d'erreur de conversion. Voilà. C'est vraiment beaucoup de points perdus et on ne donnera pas une bonne impression. OK? Parce que ça, c'est votre enseignement quand même. Il faut bien le maîtriser. Donc, prenez le temps de bien assimiler ce tableau, d'autant plus que ce tableau-là va nous aider à convertir des aires, des unités d'air, et à convertir des unités de volume. D'accord? On verra ça une autre fois. OK. Donc, est-ce que la règle de l'arrondi, c'est clair? C'est bon? Oui. Bon, Oui. alors, ce qui va nous permettre de faire les exercices. Bon, il n'y a pas beaucoup d'exercices sur les arrondis, on les aura plutôt dans les exercices type annales, les annales, les sujets de concours, ou les exercices plus élaborés. Je continue avec l'histoire de l'encadrement et les intervalles. Quand on vous demande de faire un encadrement à 10-3 près, par exemple racine carrée de 2, petite question de cours, est-ce que c'est un nombre rationnel, irrationnel? C'est un irrationnel. C'est un irrationnel, donc on n'aura pas d'écriture décimale. On va essayer de l'encadrer, très bien, par 2 nombres décimaux. Alors, pas n'importe comment, on voudrait un encadrement à 10-3. Pas compliqué, je prends ma calculatrice et j'écris racine carrée de 2 et ça me donne une valeur déjà approchée ici. Alors, si vous voulez faire un encadrement à 10-3, bah c'est pareil, on coupe à ce niveau-là. Donc, si vous coupez à ce niveau-là, d'accord, à 10-3, le 1,414, on est d'accord qu'il est plus petit que racine carrée de 2, parce que vous avez pris qu'un petit bout. Vous n'avez pas pris le reste. OK? Donc, on a déjà la borne inférieure. Maintenant, si vous voulez un encadrement à 10-3, pour la borne supérieure, vous ajoutez 10-3, c'est-à-dire vous ajoutez 0,001. Et donc, l'encadrement de racine carrée de 2 à 10-3 près est 1,414 inférieur ou égal à racine carrée de 2, et la borne supérieure, c'est 1,404. Pour voir si vous avez compris, est-ce que vous pouvez me donner un encadrement à 10-2 près de racine carrée de 2?
1,41 Oui, pour la borne inférieure et la borne extérieure, c'est 1,42. très bien. Voilà. On a fait un encadrement à 10-2. Pourquoi? On a pris un nombre décimal à 10-2, donc à 2 chiffres après la virgule. Voilà. Et on a ajouté 0,01, c'est-à-dire 10-2. Voilà. OK? Alors, dernière question. Un encadrement de racine carrée de 2 à 10-1 près. Alors, pas Lucie, quelqu'un d'autre? 1,4 et 1,5. Voilà, c'est le même raisonnement. On coupe à ce niveau-là, à 10-1. Voilà. On est sûr. On peut mettre même inférieur strictement, hein. Donc, je mets inférieur égal par habitude, hein. Mais on peut le mettre strictement inférieur. Et là, on va ajouter plus 0,1, plus 10-1, c'est-à-dire 1,5. Donc souvent, pas souvent, ça peut arriver qu'on vous demande d'encadrer, de donner un encadrement d'un nombre par 2 décimaux. D'accord? Ok, allez, petit exercice rapide. Vous me donnez un encadrement, on reviendra au cours, de, et je vous laisse 30 secondes pour le faire, pi à 10-4 près. Il y a un micro qui est ouvert. Je crois que c'est Anne. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une réponse? Oui, je veux Oui, bien. je t'écoute, Anne. Alors, Donc, 3, alors d'abord, donne-moi une valeur approchée depuis donc 3, pas 10-4, on va s'arrêter peut-être à 6 décimales. Donc 3, alors 14, 1415, 14, 15. 1415, voilà. Rajoute encore 92. 92. Voilà. Etc. D'accord? Donc ça, on est en train de faire une valeur. Voilà, c'est une valeur approchée. OK. Bon, j'ai pas fait d'arrondi, hein. On vous dit à 10-4 près. Alors, comment on procède, Anne? Eh bien, on met une troncature après le 4e chiffre après la virgule. Très bien. Hop, terminé. J'ai coupé, j'ai tronqué le nombre. J'ai tronqué pi à 10-4. Donc, du coup, j'ai déjà ma borne inférieure. 3,1415 inférieur ou égal à pi. Et la borne supérieure. 3,1416. Voilà, on va tout simplement ajouter 1 à 5. Donc on a ajouté, c'est comme si on avait, on a ajouté, on vient de faire plus 10 moins 4, c'est-à-dire plus 0,001.
OK? Voilà un encadrement depuis un 10 moins 4 près. Alors, si vous arrivez à retenir que pi, c'est environ 3,1416, c'est une bonne approximation pour tous les exercices. Alors, dans les exemples, dans les exercices de concours, quand on vous demande de faire un calcul avec pi, on reviendra là-dessus, toujours un calcul exact, d'accord? Un calcul exact avec pi, c'est-à-dire, par exemple, allez, un petit exercice, je vais vous demander de me donner, de calculer l'aire d'un disque de rayon, ouais, de diamètre, l'aire d'un disque, pardon, de diamètre 4 cm. D'accord. Ensuite, donc donner la valeur exacte. Ensuite, arrondir au millimètre. Allez, je laisse quelques minutes pour ça. C'est toujours en lien avec ce qu'on est en train de faire. Donc, calculer l'aire d'un disque de diamètre 4 cm, donner la valeur exacte, ensuite arrondir en millimètres. Merci Rafouata, je viens de voir le message, hein, donc c'est réglé, c'est super. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner d'abord la formule de l'aire d'un disque? J'aimerais bien voir celle que j'entends pas là. Pi fois rayon carré. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. D'accord? À ne pas confondre avec le périmètre. D'accord? Qui est 2 pi r. 2 pi r ou bien pi fois d. D'accord? Parce que 2 fois rayon, c'est pi, c'est d, donc pi fois d, c'est la même chose. Si vous avez le diamètre, donc c'est pi fois d. Si vous avez le rayon, c'est 2 fois pi fois d. Mais vous pouvez aussi passer le rayon, enfin bref. Voilà. Donc nous, on demande l'aire. On ne connaît pas le diamètre, on ne connaît pas le rayon. Donc à ne pas oublier que le diamètre c'est 2 fois le rayon. Autrement dit, le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc ici, j'ai un rayon égal à 2. 4 divisé par 2. Et donc, je vais pouvoir écrire, remplacer le rayon par 2.
Quand vous avez un exercice dans un concours, on vous demande d'écrire, de calculer l'air. Vous écrivez d'abord la formule pour montrer que vous savez, que vous connaissez la formule et que vous avez une rigueur au niveau de la rédaction. En mathématiques, il y a une rigueur qui doit transparaître dans les copies. On ne vous demande pas de taper sur des boutons de calculatrice. On vous demande une rédaction. D'accord? Donc j'écris ma formule, je reviens à ma ligne, je suis appliqué, je remplace le rayon par 2. Bon, je peux écrire 4 là. Et donc, ça y est, j'ai mon résultat. 2 fois 2, 2 au carré, c'est 4. Donc c'est 4 pi. L'unité, centimètre. J'ai fini de répondre à la première partie de la question. Et la valeur exacte de l'air. Vous voyez? On n'a rien, on n'a même pas utilisé la calculatrice, rien du tout. Alors maintenant, c'est maintenant que je vais utiliser ma calculatrice. Maintenant, je vais faire un arrondi. Donc, environ égal. On me dit de faire un arrondi millimètre. Le millimètre, c'est-à-dire le dixième d'un centimètre. Donc, mon résultat ici va être arrondi au dixième, en fait. Mais oui, puisque le dixième d'un centimètre, c'est le millimètre, sans être obligé de convertir. Alors, 4 fois pi, bon, je prends ma calculatrice que j'ai sous les yeux, et je fais 4 fois pi. Alors, est-ce que je vais quand même présenter la calculatrice parce que je sais que certains de vos camarades ont du mal avec les touches du passage d'une fraction ou d'une écriture à une autre. Alors, vous voyez mon écran là, vous voyez la calculatrice du coup, hein? Oui. Ok. Donc, sur toutes les calculatrices, vous allez avoir une touche qui est pi. Hein. D'accord? Donc, je vais faire 4 fois pi, entrée. Et donc là, il me donne 4 pi, parce qu'il n'y a pas d'écriture décimale de pi finie. D'accord? Pi n'est pas un nombre rationnel, il n'y en aura pas. Et donc, je vais être obligé de lui demander de me donner une approximation de ce résultat, une valeur approchée. La valeur approchée est affichée ici. Donc, c'est 12, et tous ces chiffres-là. Et moi, je voudrais arrondir au dixième, puisqu'on me demande de donner un résultat en millimètres. Donc, je vais venir couper ici. D'accord? On fait une troncature ici. Vous voyez un 6 après le 5. Donc, mon arrondi est de 12, combien? 6. Voilà. 12,6. Donc, je répète. Donc, vous avez d'abord un résultat exact. Avec les flèches ici, vous passez à la valeur approchée. On vous demande de rendre un résultat au dixième près. Vous coupez votre nombre décimal à cet endroit et vous regardez le chiffre suivant. Même règle, toujours la même, on applique. 6, c'est plus proche que de 10, donc on ajoute 1 à 5. La dizaine est finie. Ce qui nous fait une approximation de 12,6 centimètres. J'ai été un peu plus, voilà, donc je vous sollicite un peu plus, c'est normal, hein. Nous sommes à la 4e séance, donc maintenant vous avez l'habitude du fonctionnement, donc j'essaie d'avancer un peu plus vite. Celles ou ceux qui ont du mal, c'est pas grave, il ne faut pas se dire, oh là là, c'est pas fait pour moi, c'est compliqué. Non, non, le replay est fait pour ça, vous reprenez le replay, vous mettez en pause, et vous faites les exercices tranquillement. Et si vous avez des questions, des points qui ne sont pas clairs, vous les postez sur Teams, que tous vos camarades essayent de répondre, de voir les choses. Toutes les questions sont bonnes à poser, hein. Et j'interviens aussi s'il n'y a pas de réponse, ou s'il y a une réponse erronée, ou etc. OK? Y a-t-il des questions? Non. Bon. OK, pas de le silence, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de questions.
Il y a quelqu'un qui a posé une question dans le Ah, merci de me le dire dans parce la que je ne le vois pas, le discussion. chat. Oui. Dans la discussion, quelqu'un a dit centimètres carrés, point d'interrogation. Alors, ah oui, 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 pardon. Pourquoi je suis resté en... Oui, 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 oui. Oh là là, là, j'ai fait une erreur monumentale. Merci. Merci, bien sûr. Bah oui, parce que là, je suis resté... Parce que je regardais ça. Mais non, on est en centimètres carrés, bien sûr. C'est qui l'a posé? C'est super, hein. On est en centimètres carrés, on n'est pas en longueur. D'accord? Donc, du coup, bah voilà, ça va me permettre d'enchaîner avec le tableau de conversion des airs. Je vais revenir en arrière. C'est Myriam. Super Myriam, c'est bien. Alors, du coup, tac, je reviens en arrière, je reviens en arrière. Il est où mon tableau? Je ne veux plus. Ah, peut-être qu'il est, il est juste au-dessus. Non. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Alors, du coup, puisqu'on me demande d'arrondir au millimètre, c'est pas au millimètre carré, parce qu'en fait, en tête, j'avais le périmètre et voilà. Donc, vous avez vu ce genre d'erreur quand on n'est pas très concentré, on peut vite. Voilà. Donc, en millimètre carré, et donc l'arrondi au millimètre carré, ce n'est pas celui-là. Vous allez voir pourquoi. Le résultat exact est bon, mais l'arrondi n'est pas bon. C'est Alors, 12,7. Oui, oui, oui. Non, non, pas du tout. Alors, regardez, on va faire le tableau. On va faire le 167. tableau. Alors, essayez de le faire avec moi. Donc, du coup, parce que vous devez savoir le faire aussi. Donc, je vais refaire la conversion de ligne, de longueur. Donc ici, on a dit que c'était mètre. Ensuite, à droite, décimètre, centimètre, millimètre, décamètre, hectomètre et kilomètre. C'est bon pour tous? Ça, c'est des rappels. Alors maintenant, je vais juste couper mes colonnes. Voilà. Donc, vous avez eu un exercice sur les périmètres et sur les aires. Le calcul reste presque le même. Enfin, la formule, bien sûr, elle va changer. Mais au niveau du calcul, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, au niveau de l'arrondi, ça n'a rien à voir. Bon, je vais essayer de faire des traits un peu jolis pour que ça soit pas tordu. Bon. J'ai l'impression que c'est tordu, non? Vous voyez ça tordu ou pas? Un petit peu? Bon. Ouais, on va dire que c'est bon. Donc ça, c'est la longueur. Qu'est-ce que je vais faire quand je passe aux aires? Pour celles qui se rappellent ou ceux qui se rappellent. On Donc ajoute ça, deux zéros, on ajoute 2. OK. deux colonnes en fait, deux colonnes dans chaque colonne. Et oui. Et pourquoi on ajoute 2 colonnes dans chaque colonne? Parce qu'on est sur une base différente, on n'est plus en base 10, on est en Si, base... Si. Ouais, on est toujours en base 10. Oui, si tu veux, mais je préfère qu'on dise base 10 parce que base 10, c'est l'écriture des nombres, c'est pas des conversions. C'est plutôt, on a élevé au carré. Donc, c'est vrai, voilà, on peut dire qu'on n'est pas en base 10, en base 10 au carré, en fait. Hein. Donc, le fait d'avoir, regardez, on va le comprendre avec les puissances. 1 mètre ou 1 centimètre égale combien de millimètres? Je vous écoute. 10? 10. Maintenant, 1 centimètre carré, je vais tout élever au carré. Vous voyez? Et donc, je vais avoir 1 centimètre carré, c'est tout simplement combien? 10 au carré, millimètre carré, ça veut dire 100. Donc, pareil, hein, donc si vous prenez 1 mètre en centimètres, donc 1 mètre, ça sera 100 centimètres, 10 au carré, mais 1 mètre carré, vous allez avoir 10 au carré, au carré. Vous allez avoir 10 à puissance 4 centimètres carrés.
2, 2. D'accord? Donc vous ajoutez, vous multipliez les zéros en fait. Hein. Donc par exemple, si j'ai 1 mètre carré, donc attention, vous restez toujours dans la colonne des unités. Et si je veux convertir en centimètres carrés, la colonne des unités doit être à la bonne unité. Donc centimètres carrés, unité des centimètres carrés. Et là, vous voyez, on passe de 100 à 10 000, puisqu'on a multiplié par, on a élevé au carré, donc on a multiplié par 10 000. Est-ce que c'est clair, ça? Donc, vous voyez l'importance d'un tableau de conversion. Bon, là, les puissances, on les reverra plus tard. Et pour l'instant, on peut s'en passer. Mais au niveau du tableau, on pense toujours à dédoubler. Il faut penser toujours à dédoubler vos colonnes. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant? Ce qui va changer, que tout à l'heure, on a fait un arrondi au millimètre. Bon, en millimètre, c'était quoi? Dixième de centimètre. Mais attention, un arrondi au millimètre carré, c'est, donc on va multiplier par 0,1, on va élever 0,1 au carré, donc je vais avoir 0,01. 0,01. Donc c'est plus le même arrondi, puisque je ne vais pas couper à une décimale, mais je vais aller chercher 2 décimales. D'accord? Donc si je regarde ma calculatrice, qui est ici, donc je ne vais pas couper à cet endroit, mais je vais plutôt couper à cet endroit. OK? Ce qui va me donner 12. Donc vous avez un 5 et un 6. Vous regardez le 6 qui est après. Donc le 6, il est plus proche de 10. Donc vous ajoutez 1 à 6. Il nous donne un arrondi de 12,57. Et maintenant, on va le dire haut et fort, centimètres carrés. OK? Alors, puisqu'on a fait l'erreur, puisque j'ai fait l'erreur de confondre périmètre, parce que je les ai écrits l'un à côté de l'autre, maintenant, je vais vous demander de me donner le périmètre de ce disque, et vous me faites un résultat. Vous me donnez le résultat exact, puis l'arrondi, du coup, au millimètre. D'accord? Je vais l'écrire ici. Donc, calculer le périmètre. Donc, maintenant, calculer le périmètre. Donc, donner le résultat exact. Ensuite, arrondir. Et maintenant, en millimètres. Et merci pour Myriam d'avoir alerté sur cette bourde. Alors, dès que quelqu'un a le résultat, il peut nous le donner à l'oral. Hein. En fait, c'est le même, alors bon. Et oui, c'est pour ça que je voulais vous montrer, c'était ça que je voulais vous montrer en fait. C'est le même. C'est le même, mais l'arrondi n'est pas le même. Et oui. D'accord? Donc c'est ça la morale de l'exercice. C'est qu'on a le même résultat exact, mais pas dans la même unité d'abord, et on n'aura pas le même arrondi. Donc 2 fois pi fois 2. Donc vous avez 4 pi, mais le 4 pi ici n'est pas exprimé en centimètres carrés. Il est exprimé en quoi? Il est exprimé en quoi? En centimètres. En centimètres, qui n'a rien à voir avec les centimètres carrés. Donc si je confonds les deux, c'est pas joli pour un sujet, hein, pour un concours. Parce que c'est comme si vous confondiez en fait une longueur et une aire. Ça n'a rien à voir. Le nombre est le même, mais ce nombre-là représente une aire et ce nombre-là représente une longueur. D'accord? C'est carrément pas du tout la même chose. Alors, pour le nombre exact, c'est exactement la même chose. Et pour l'arrondi, eh ben, ça n'est pas la même chose, puisque arrondir au centimètre, c'est arrondir au dixième. Et si j'arrondis au dixième,
le nombre que j'avais avant, et donc ça va me donner 12,6. 6. 6. 12,6. Très bien. Qui n'a rien à voir avec 12,57. Ce sont deux nombres différents. Hein. OK, bien sûr. Ça marche? Bon, je voulais vous montrer cet exercice parce que ce sont des questions à laquelle butent pas mal de candidats. Quand il s'agit de donner un résultat exact, bon, ben, je ne sais pas ce que c'est. Et l'arrondi, je ne vous en parle pas. Beaucoup d'erreurs au niveau de l'arrondi. OK, je vais revenir à mon sujet. Donc, on a vu la notion d'encadrement. Je vais rapidement parler d'histoire de chiffres significatifs. Alors, ce n'est pas une notion difficile, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, on a un nombre décimal, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Donc, on va regarder tous les chiffres non nuls. Alors maintenant, faites attention aux zéros. Les zéros ne sont pas tous significatifs. Ceux qui sont significatifs uniquement s'ils sont situés à droite d'un autre chiffre. Donc, le 0 ici, est-ce qu'il est significatif? Oui, puisqu'il est à droite de 3. Le 0 qui est ici n'est pas significatif. Bah, à l'école primaire, vous allez les appeler des zéros inutiles. Donc, ils ne sont pas significatifs, donc je peux les oublier. Tous les chiffres à part 0 sont significatifs. On prendra que les zéros qui sont à droite d'un chiffre. Ici, il est significatif. Ici, bien sûr. Et on va compter tous les chiffres. D'accord? La puissance, la position de la virgule n'influe pas sur les chiffres significatifs. Et les puissances de 10 non plus. Par exemple, si je prends celui-là, j'ai 5, 2, 0, 1, j'ai 4 chiffres significatifs. Ici, vous allez avoir 2, 7, 0 qui est à droite de 7, donc il est significatif. Le 0 qui est à droite de 0, il est aussi significatif, puisque lui, il est significatif. Donc j'ai 4 chiffres significatifs. Voilà, donc il n'y a rien de bon, je ne suis pas sûr que ça tombe dans des sujets. Gardez la définition en tête. Voilà, c'est tout simplement ça. La règle de l'arrondi, par contre, il faut bien comprendre ce qu'on fait. Bon, voilà, ici, il y a pas mal d'arrondis. Donc, l'arrondi, je pense qu'on l'a assez travaillé. Je voudrais avancer pour qu'on puisse faire la suite. Il me semble qu'on n'a pas corrigé cette partie-là. On a corrigé une autre série, hein, c'est ça, hein? Oui? Oui. Bon, on va essayer. On n'a rien corrigé là-dessus. Voilà, on n'a rien corrigé, donc on va essayer de corriger cette partie-là. Je vois que le temps file et on est presque 1h30. Alors, rappelez les règles de calcul quand on multiplie un nombre par 10. À l'oral, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par 10? J'ai déjà donné la réponse quand j'ai fait les tableaux de conversion. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par 10? Je ne vous piège pas, hein, il n'y a pas de piège. On ajoute un 0. Ça veut dire quoi, on ajoute un 0? Pourquoi, à votre avis, Anne, on ajoute un 0? C'est Anne qui a parlé, non? Non, c'est Myriam. C'est Myriam. Pourquoi on ajoute un 0? Là, je sais pas. Ben, parce que c'est comme ça, on multiplie par 10, on ajoute un 0. Enfin, Oui, mais pourquoi on ajoute un je 0? En fait, regardez ce qui se passe. Quand vous multipliez par 10, je prends 12. D'accord? 2 ici, c'est le chiffre de quoi? Unité. Unité. Donc, si vous multipliez par 10, le chiffre des unités devient chiffre de quoi? oui. Centaine. Non, dizaine. Dizaine. Eh ben, c'est pour ça que vous rajoutez un 0. Vous avez compris? Mhm. Voilà. C'est tout simplement une histoire de glissement, en fait, le nombre, il va glisser dans le tableau. C'est comme un tableau de conversion. Je prends ce tableau, je prends un tableau simple. Hein. Donc, si je prends un nombre, on va dire 12. Ça ne va pas coller avec ce que je vais expliquer. Si je vais reprendre le 12. Là. Le 12, j'aimerais expliquer les choses correctement, donc c'est pour ça que je prends le temps. C'est important, en fait. Hein. C'est important parce que vous allez l'expliquer à vos élèves. Je prends un tableau. J'écris 12 dans un tableau. Ok, voilà le 12, ici dans un tableau. Donc ici, vous avez le chiffre des unités.
qui est ici, et là, vous avez le chiffre des dizaines. On va y arriver. Dizaines, unités. Vous allez multiplier par 20, par 10, pardon. Vous allez multiplier par 10. Donc, ce nombre-là, puisqu'il était là, le 2, il va arriver ici. Il va devenir le chiffre des dizaines. Le 1 aussi. En fait, on a fait glisser le nombre. En fait, il a grandi de 10. 10 fois. Il a été multiplié par 10. Il a grandi 10 fois. OK? Grandir 10 fois, ça veut dire qu'on va le tirer vers la gauche. Il va sauter une colonne à gauche. C'est le même principe que diviser par 10. Diviser par 10, on va plutôt aller dans l'autre sens. Et donc, du coup, la colonne des unités va devenir la colonne des quoi si je divise par 10? Ça va devenir la colonne des dixièmes. D'accord? Donc, votre référence, si vous voulez expliquer ça correctement aux élèves, vous devez leur expliquer par rapport à la colonne des unités. S'ils arrivent à se caler par rapport à la colonne des unités, le reste va suivre. D'accord? Et c'est pour ça qu'on met une virgule après les unités pour séparer, donc voilà, qu'on séparer la partie décimale et la partie entière. Donc cette partie-là, cette colonne des unités, hein, c'est pas la virgule qui bouge en fait. Hein, on dit souvent on fait bouger la virgule, on déplace la virgule. On l'a appris comme ça, mais dans la construction du nombre, c'est la colonne des unités, c'est le chiffre qui va changer de colonne en fait. D'accord? La virgule, elle, ne bouge pas si vous voulez. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Je suis en train de parler tout seul. Merci beaucoup, c'est la première fois que je le vois expliquer comme ça et c'est très clair. Voilà, ok? C'est pas la virgule qui bouge, la virgule ne bougera jamais. Mais par contre, voilà, le chiffre des unités, votre nombre, il va changer de colonne. Où on divise, donc si vous divisez, il va aller vers la droite, il va devenir plus petit, et si vous multipliez par 10, il va devenir 10 fois plus grand, et il va changer de colonne. Voilà. C'est, quand vous comprenez ça comme ça, vous allez pouvoir l'expliquer clairement aux enfants. Et parce que l'enfant ne voit pas ce que c'est que la virgule. La virgule, c'est juste la séparation de la partie décimale et la partie entière. Bon, voilà, j'ai expliqué pour ces deux-là. Donc, écrire les nombres suivants sous la forme de puissance. Alors, pareil, les puissances, on reviendra, je pense, dessus. Donc, 10 à la puissance 3, bah, c'est 1000. Alors, retenez que quand c'est une puissance positive, en fait, il y a juste à compter le nombre de 0, hein, quand il s'agit de puissance de 10. Donc, 1 million, c'est 10 à la puissance 4. 6. Non, 6. Non, Hein, 6. 6, 0. 6. 1 milliard, voilà, 10 plus 6. 1 milliard, ça sera 10 à la puissance 9. D'accord? 1 millième. Moins 3. 1 millième. Donc, 1 millième, c'est 1. C'est 10 puissance moins 3. Ah, il faut qu'on l'écrive en puissance de 10. 10 puissance moins 3, oui, tout à fait. Donc, c'est une puissance négative. D'accord? Et c'est la même chose que 1 sur 10 à la puissance 3. C'est ce qu'on appelle 1 divisé par 1000, donc 1 millième. Vous voyez, le 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 à la puissance 3. Le 1, comment je l'écris en puissance de 10? Bah, 10 puissance 0. Voilà, d'accord? 10 puissance 0, donc ça c'est une convention. N'importe quel nombre à la puissance 0 nous donnera toujours 1. Ça se démontre, mais ça ne va pas être dans le cadre de notre cours. Alors, complétez les phrases suivantes. 8 centaines de piles. Comment je vais pouvoir l'écrire? 800. 800 piles. 800. Voilà, hein. Donc 8 centaines, c'est 8 fois 100. C'est ça la centaine de piles. Donc on est à 800. D'accord? C'est pareil, le chiffre des centaines, on va retrouver un 8 dedans qui correspond à 8 centaines. 78 500, si je veux l'écrire, 78,5. Bon, il est clair que pour passer de ce nombre décimal à ce nombre, il va falloir multiplier par une certaine puissance de 10. D'accord? Mais combien? Alors, combien? 10 puissance 2. 10 puissance 2, alors on va regarder. 3. 10 puissance 3, donc 78,5, on était là, d'accord? Regardez votre chiffre des unités est ici. Il faut qu'il se retrouve à
3 Donc, derrière. hein, donc regardez, il faut qu'on saute ces 3-là. Donc, c'est pas 1703. OK. Alors là, il faut pas hésiter à utiliser la calculatrice si vous avez le moindre doute là-dessus pour ne pas perdre des points. D'accord? OK. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, la règle pour ne pas se tromper ici, c'est que on avait un nombre décimal 78,5 et là on se retrouve avec 78 500. 78 500, en fait je vais l'écrire tout simplement 18 500,0 si vous voulez. D'accord? C'est clair pour tout le monde là? Donc on Et est à passé. l'oral, est-ce que ça se dit 78,5 milliers d'euros? Oui, 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 bien sûr. Ça, D'accord. ça c'est 1 millier d'euros. En fait, ça s'écrit même kilo euros. Hein. Les salaires en milliers d'euros, ça s'écrit KE, kilo euros. Hein. Et donc, du coup, pour passer de là à là, on est d'accord que ce 8 ici qui était en unité, on va se retrouver à là. Vous avez vu donc le changement. Hein. Donc, du coup, on a multiplié par 1000 puisqu'on a sauté 3 colonnes. OK? On a sauté 3 colonnes. OK? Les 3 colonnes sont celles-là. OK. On n'est pas habitué à avoir ce salaire-là, alors bon. Ouais, bah, je vous rassure, hein, en fin de carrière, vous ne l'aurez pas non plus. Même si les salaires vont progresser assez significativement en fonction de votre ancienneté, bien sûr. Au début, vous allez entrer avec un salaire, vous allez être à l'échelon 3 au bout de 3 années, me semble-t-il. Mais bon, après, ça s'accélère un peu. Je vois qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits aussi pour les entrants dans le métier. Donc, c'est déjà bien. C'est bon signe. Mais bon, après, bon, rien n'est impossible. Hein, c'est jamais. Hein. Sachant qu'il y a certains pays européens, dont le Luxembourg, je crois que les salaires des enseignants ils sont aux alentours de ils sont dans cet ordre de grandeur. Voilà, c'est pas le cas de la France. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que je vous ai un petit peu épuisé. C'est pas grave, on a avancé. Je suis content parce qu'on a attaqué, on a bien expliqué la règle de l'arrondi. On a fait pas mal de conversions avec l'arrondi, c'est bien. Donc du coup, la prochaine fois, ce que je vous propose, c'est de finir de corriger cette partie-là. Alors, il y a la partie, bon ça, on va le corriger, ça va nous faire un rappel sur l'ensemble des nombres. Ensuite, je pense qu'on ira jusqu'au là, on n'ira pas plus au niveau des exercices. Les deux autres séries, on les laissera de côté, mais on corrigera jusqu'ici, jusqu'à l'application 9 qui est intéressante. Ensuite, je voudrais qu'on attaque Scratch, pourquoi pas. Donc la semaine prochaine, on fera moitié, on corrigera ça, et puis la deuxième moitié de la séance, on fera du Scratch. Je vous montrerai comment créer un compte, et puis on commencera à parler de programmes de construction pour expliquer comment ça fonctionne. Comme ça, vous aurez déjà de l'avance, et c'est mieux d'attaquer maintenant, je pense. Parce qu'il y a de toute façon, il y a toujours un exercice sur Scratch. Donc, il y a des points à récupérer assez, je suppose, assez facilement. OK? Ça vous convient? Et après, pour les exercices que vous nous Oui. avez mis cette semaine, on va les corriger, ceux-là ou... Alors, les exercices que je vous ai mis cette semaine, ce que je vais faire, la série la semaine dernière, je peux vous proposer de corriger. Alors, si on ne les corrige pas, je vous mettrai un corrigé. Hein. D'accord? Mais j'essaierai quand même de les corriger, c'est mieux. Hein. C'est mieux de les corriger. Peut-être pas tous les exercices, mais on les corrigera. Donc, c'est clair, ça ne sera pas la semaine prochaine, mais ce ne sera pas la séance prochaine, c'est-à-dire la 5e séance. Ce sera probablement la 6e. D'accord? Alors, les exercices, je vous donne toujours plus que des exercices en plus. Hein. Donc, tout le monde n'est pas obligé de faire tous les exercices. Je vous conseille de les faire, mais tout le monde n'est pas obligé de faire tous les exercices maintenant. D'accord? Les exercices, vous pouvez revenir plus tard pour les faire. C'est pour ça que je tiens à les corriger un petit peu en visio. Pour moi, comme ça, quand vous allez réviser cette partie-là, vous pouvez trouver les réponses à vos questions dans les visios. Parce qu'on oublie parfois, voilà.
Voilà, c'est ça l'idée. Mais je pourrais aussi, pour certaines séries d'exercices, vous proposer, vous déposer voilà, on va corriger déjà fait. D'accord? Parce qu'on voilà, sinon on va manquer de temps. D'accord? Ok, merci. Bonne soirée. Je vous en prie, est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions. Merci et Pas bonne de soirée. Merci à vous, bonne soirée, merci pour votre fidélité. D'accord? Et puis, Merci à tous. Bonne soirée. bonne soirée, donc on se revoit du coup le 31 mai, mercredi 31 mai à 18h30. Bonsoir tout le monde. D'accord. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.